Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette nouvelle semaine du 8 décembre 2025. On va commencer cette vidéo en parlant du Mercedes GLB annoncé officiellement par Mercedes qui, à peine annoncé, souffre déjà d'un retard technologique sur ses concurrents. On parlera ensuite de la marque Smart qui autrefois était connue pour ses petites citadines. Et bien figurez-vous que la marque vient d'annoncer un nouveau modèle, une énorme berline hybride rechargeable. On parlera également un petit peu d'actualité auto à l'étranger puisqu'aux États-Unis Donald Trump veut que les marques japonaises et européennes puissent y commercialiser des micro-citadines, des keycars. On parlera également de nouvelles taxes qui arrivent sur les voitures électriques chinoises vendues en France. Et puis pour terminer, on parlera de la marque Lucid. C'est une marque de voitures électriques haut de gamme, censée faire concurrence à Tesla, à propos de laquelle les histoires de surfacturation en cas de restitution ou de réparation du véhicule se multiplient. J'espère que les sujets de cette première vidéo de la semaine vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en cliquant sur le petit bouton booster et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour participer au référencement de cette vidéo tout en partageant votre avis sur l'actu du jour. Et d'ailleurs, je vous glisse une petite actu comme ça en bonus au passage. Ça y est, c'est confirmé, la Commission européenne a annoncé que les mesures concernant le secteur de l'industrie automobile européenne, qui devaient être annoncées le 10 décembre 2025, seront reportées au 16 décembre 2025. À moins qu'il y ait un nouveau report, on saura donc le 16 décembre 2025 à quelle sauce les constructeurs européens seront mangés sur les prochaines années et sous quelle forme les moteurs thermiques pourront continuer à être commercialisés après 2035. Évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ce qui est annoncé, donc encore une fois, pensez bien à vous abonner. On va commencer par parler de Mercedes qui donne plus d'informations sur son nouveau SUV électrique, le GLB, qui a d'ailleurs au passage un design extrêmement douteux, surtout l'arrière avec cette immense barre de feu. Barre de feu qu'il reprend de la Mercedes CLA, puisque ce sera un petit peu la nouvelle direction artistique de toute la gamme Mercedes. Ce n'est pas la seule chose qu'il reprend de la CLA, puisqu'en réalité, il reprend toute sa plateforme, la plateforme MMA. Il fait 4,73 m de long, c'est-à-dire 10 cm de plus que la précédente génération thermique. Il affiche donc des dimensions similaires à celles d'un Tesla Model Y, difficile donc de continuer à parler d'un SUV compact, même si Mercedes le vend comme ça. Petit détail au passage concernant son extérieur et son aspect, certains diront peut-être qu'il ressemble beaucoup au Smart numéro 5, sachez que le Smart 5 et cette Mercedes ne partagent en réalité aucun élément technique. Sachez par contre que Mercedes travaille en partenariat avec Geely sur la création de la gamme Smart, il est donc possible que le GLB ait souffert entre guillemets de l'influence de Smart pour son design, mais ça s'arrête là. Par contre, l'intérieur, lui, est totalement différent de celui de la Smart numéro 5 et Mercedes a misé sur une triple instrumentation numérique avec un écran 10 pouces pour le conducteur, deux écrans 14 pouces séparés sur la console centrale pour les passagers et propose un intérieur qui a une ambiance globalement assez moderne, même si plus classique que le nouveau GLC, qui est bien plus futuriste encore. Côté coffre, il propose 540 litres en version 5 places, c'est 82 moins que l'ancien GLC thermique, forcément, les batteries, ça prend de la place. Alors justement, côté batterie et autonomie, il sera disponible en deux versions, toutes les deux équipées d'une batterie 85 kWh, le GLB 250+, avec 272 chevaux, et le GLB 350 qui fera 350 chevaux et qui sera lui 4 roues motrices. Les deux proposent une autonomie WLTP annoncée entre 614 et 630 km. Avec un gabarit comme celui-ci, c'est difficile d'imaginer qu'il ait été taillé pour la ville. C'est probablement donc plutôt un véhicule de route ou d'autoroute. Or, sur autoroute à 130 km/h, les protocoles WLTP n'ayant pas évolué, il faut plutôt considérer que son autonomie est aux alentours des 350 km. Dans tous les cas, le problème de ce GLB, c'est que son autonomie annoncée est largement inférieure à celui de la CLA, qui avec les mêmes batteries annonce entre 770 et 792 km d'autonomie. C'est quand même 150 à 200 km de plus que les versions du GLB, pour un tarif inférieur, puisqu'une CLA commence à 48 000, là où le GLB va commencer à plus de 50 000. Par contre, comme la CLA, il va profiter de l'architecture électrique 800 volts qui lui permettra de récupérer 260 km d'autonomie en 10 minutes sur borne rapide. Le 0 à 100 annoncé est de 7 secondes 4 et une vitesse de pointe de 210 km/h. Donc globalement, ce GLB s'adresse quand même plutôt aux fans de la marque Mercedes, parce que si on regarde du côté de la gamme de chez Tesla par exemple, on trouve un modèle Y qui est meilleur en termes de performance, similaire en termes d'autonomie, mais vendu 6 000 € moins cher. Justement, on parlait de Smart il y a quelques instants, on va parler Smart pour la deuxième actu du jour, puisque Smart, qu'on connaissait autrefois en Europe pour ses petites citadines, voire micro-citadines, a souhaité complètement changer d'image ces derniers mois et propose maintenant une nouvelle grande berline hybride rechargeable. Alors ici, on parle vraiment d'une voiture assez colossale, une voiture qui fait 4
8,90 m de long, appelée la Smart numéro 6. C'est à peu près le gabarit d'une Audi A6, hein, donc on est vraiment dans de la berline routière. Donc c'est déjà assez étonnant comme décision de la part de Smart. Ce qui est doublement étonnant, c'est que cette voiture, contrairement aux autres modèles de la gamme Smart actuelle, ne sera pas que 100% électrique. Effectivement, elle sera commercialisée dans une version hybride rechargeable avec un 4 cylindres essence turbo 1,5 litre de 163 chevaux. Alors je ne sais pas précisément quel bloc c'est, mais je pense que c'est un bloc qui vient de chez Horse, puisque Smart appartient à Geely et que Geely a cofondé Horse avec Renault, et que justement Horse propose un bloc 1,5 litre turbo essence 4 cylindres qui a des performances tout à fait similaires. Donc 163 chevaux pour ce bloc essence, associé à des moteurs électriques qui développent au total 271 chevaux, couplé à, et c'est pas une blague, une boîte automatique à 3 rapports. Elle développe au total 435 chevaux, mais faut s'attendre à des chiffres un petit peu plus faibles en utilisation, puisque la puissance d'une hybride rechargeable n'est pas totalement cumulée, il y a toujours des pertes. Smart n'a pas encore communiqué sur le type de batterie qui sera embarqué par le système d'hybride rechargeable, seulement elle a quand même annoncé 285 km d'autonomie 100% électrique et une autonomie totale de 1810 km. A noter que ces chiffres ont été mesurés lors des tests d'homologation CLTC qui sont encore plus optimistes que ceux du WLTP. La grande question maintenant, c'est le prix. Smart ne l'a pas encore communiqué. Une fois communiqué, on verra si Smart veut aller rivaliser avec les premium allemandes ou si au contraire elle veut proposer de la berline routière un peu plus low cost. On va également parler d'une actualité qui se déroule de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, puisque le gouvernement Trump veut que les constructeurs, qu'ils soient japonais, américains ou européens, puissent y vendre leurs keycars, les fameuses micro-citadines dont on parle beaucoup en ce moment parce que les constructeurs européens aimeraient bien en fabriquer pour l'Europe, avec des petites voitures moins chères, avec des toutes petites autonomies électriques, des toutes petites puissances et performances, et surtout moins de normes de sécurité à respecter pour pouvoir les vendre moins cher. Bah, sachez qu'aux États-Unis, les constructeurs américains rencontrent un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils aimeraient pouvoir proposer des voitures un petit peu plus petits gabarits, un peu moins chères, mais que les règles actuelles, les normes, les en empêchent. Et bien sachez qu'aux États-Unis aussi, tout comme en Europe, le gouvernement est, je cite, en train de faire ce qu'il faut pour lever les obstacles réglementaires permettant à n'importe quel constructeur de produire des voitures plus petites, abordables et économiques. Parmi l'une des principales règles qui est en train d'être modifiée, il y a le FMVSS. C'est un ensemble extrêmement strict de normes de sécurité qui couvre à peu près tous les aspects de sécurité du véhicule, allant vraiment du déclenchement des airbags, la déformation de la colonne de direction en cas de choc. Les keycars, qu'elles soient japonaises, européennes ou américaines, ne respecteraient probablement pas ces règles. Dans certains états américains, il est possible d'acheter des voitures qui ne respectent pas le FMVSS, mais pas dans tous, et justement, il serait question d'appliquer à l'ensemble du territoire des règles de FMVSS moins strictes. Donc certes, les constructeurs pourront les produire et pourront les vendre. La question quand même qui se pose, c'est qui aura envie d'acheter des voitures comme ça? C'est la même question qu'on se pose en Europe. Est-ce qu'au pays de l'automobile, aux États-Unis, où tout a été pensé pour les grosses voitures, est-ce que les citoyens auront envie d'acheter des voitures aussi restrictives en termes d'autonomie et de performance? Affaire à suivre. Bon, sur notre sujet, vous l'avez probablement vu à la télé, notre cher seigneur et maître à tous Emmanuel Macron était en voyage en Chine ces derniers jours, en voyage diplomatique, et il a attendu d'être revenu en France bien au chaud pour annoncer que de nouveaux droits de douane sur les produits chinois allaient être mis en place dans les prochains mois. En première ligne seraient concernées les voitures électriques chinoises, qui sont toujours beaucoup moins chères que la concurrence, même avec les surtaxes européennes. Il serait question d'ajouter en France une surtaxe sur ces surtaxes européennes pour que les voitures électriques chinoises soient tout simplement invendables. Alors le but n'est pas forcément d'empêcher leur commercialisation, mais plutôt, comme l'explique notre seigneur et maître à tous, de rapatrier la production de ces voitures en Europe. En gros, de faire en sorte que les constructeurs chinois viennent installer leurs usines de production directement en Europe et si possible en France, pour essayer de compenser les fermetures d'usines et les licenciements qui se sont faits dans le secteur de l'industrie automobile en France ces derniers mois. On verra précisément ce qu'annoncer dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que c'est encore une mauvaise nouvelle pour le client, parce que le client qui avait un budget serré et qui voulait acheter une voiture électrique risque, avec une surtaxe de 5, 10, 15%, de ne plus pouvoir le faire et de conserver son ancienne voiture plus longtemps, voire de racheter à la place plutôt une nouvelle thermique ou une voiture hybride neuve ou d'occasion. Bon, pour terminer, je vous partage une petite actualité un petit peu insolite mais qui fait écho à une actualité dont on avait déjà parlé en vidéo il y a plusieurs mois. Rappelez-vous de Lucid, c'est une marque de voiture électrique qui fait souvent parler d'elle à cause des coûts de réparation et des surfacturations, avec parfois plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars qui sont facturés à leurs clients à la restitution suite à une location longue durée pour des petites rayures ou des petits pocs de rien du tout. Bah là, il y a une histoire un peu similaire encore. C'est un automobiliste qui a malheureusement renversé un tout petit peu d'eau dans son coffre, quelques gouttes d'eau qui sont allées au mauvais endroit, qui sont allées dans les tableaux électriques du véhicule, pour faire très simple, et qui ont suffi à provoquer une avalanche d'alerte avec tout simplement la voiture qui ne démarrait plus, le tableau de bord
décor qui s'illuminait en mode sapin de Noël, et puis un message demandant au conducteur de s'arrêter immédiatement. Une voiture complètement buggée qui, une fois à l'arrêt, a refusé de sortir du mode parc, donc impossible d'enclencher le mode neutre, ce qui a rendu le remorquage du véhicule particulièrement compliqué. Et après tout ça, un service après-vente qui lui annonce dans un premier temps que le véhicule sera probablement déclaré épave, avant finalement de lui proposer une réparation pour, tenez-vous bien, 13 000 €. Le problème dans cette histoire, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes d'eau sur des Lucides, et qu'en réalité, ça viendrait d'un problème de conception, tout simplement. Les composants électroniques situés sous le plancher du coffre de la voiture qui seraient mal isolés, qui seraient mal conçus, et qui posent question sur qui est réellement le responsable. Est-ce que c'est le conducteur avec ses quelques gouttes d'eau? Est-ce que c'est le constructeur avec sa mauvaise isolation? Affaire à suivre, puisque le conducteur a d'ores et déjà indiqué qu'il allait probablement traîner Lucide en justice. Voilà, c'était les petites actus de ce 8 décembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant bien sûr, en laissant un petit commentaire, et pourquoi pas aussi en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil. À demain pour la prochaine. Ciao!